Et je vais donc finalement la question à laquelle vous ne m'avez pas répondu, mais je sais pourquoi, concernant est-ce que finalement c'est si facile que ça de piloter un régime en points par rapport au pilotage d'un régime en annuité. Je vais la poser donc à Monsieur Laurent Rabaté en tant que représentant donc de l'UIMM, parce que finalement est-ce que c'est que de la technique? Et quand on se retrouve à la table des négociations, d'une négociation AGIRC et qu'on doit trouver 8 milliards d'euros, c'était à peu près l'équation de la dernière négo. Est-ce que c'est si simple? Est-ce qu'il suffit de jouer sur les paramètres? Oui, je vais essayer de répondre à votre question de manière un petit peu indirecte, c'est-à-dire, je m'arrête disait, il faut faire de la sociologie, il faut faire aussi un petit peu, à mon sens, de politique en essayant d'identifier les blocages. Alors, pour la question de régime en points, pour le MEDEF, nous sommes pour, et nous l'avons écrit. Récemment, il y a eu une petite brochure publiée en juin dernier qui s'appelait 24 propositions pour la réforme des retraites. Et une de ces propositions, c'est le passage à un régime en points unifié. Et une autre proposition, c'est aussi un petit peu dans la ligne de ce que M. Delarue nous a présenté, d'arriver à distinguer un régime socle et des régimes contributifs par silo. Mais j'y reviendrai. Alors, pourquoi ce choix pour un régime en points? Ça a été dit tout à l'heure par Didier Blanchet, je vais reprendre très rapidement parce que c'est des points à rappeler. La liberté de choix, même s'il faut relativiser. La lisibilité, le fait qu'il y a a priori une plus grande capacité de justice, de prise en compte des situations particulières, et puis la souplesse dont a parlé un petit peu Jean-Jacques Marette. Alors, il ne faut pas non plus exagérer ces qualités et les essentialiser. Bon, la lisibilité, on sait aussi compliquer un régime en points. La garantie minimale de points pour le régime Agirc-Arrco, c'est un des outils qu'on a trouvé pour compliquer le régime en points. Il y en a d'autres. La lisibilité, on a parlé tout à l'heure de la valeur de référence. Elle n'est pas si lisible que ça non plus, la manière dont, à un moment donné, on peut avoir un équilibre entre prix d'achat et valeur de service du point ne dit pas comment, sur la durée, le régime est ou non favorable. Et je crois aussi qu'il ne faut pas non plus essentialiser parce qu'on ne peut pas exclure des formules mixtes dans les propositions qu'on fait, même si ce n'est pas dit de manière claire. On avait plutôt retenu l'idée d'un système en points, mais aussi avec des âges minimaux. L'âge minimal de la retraite nous paraît rester un facteur important de la lisibilité des sociétés. C'est-à-dire qu'on dise c'est un instrument qui va plutôt dans le sens de la liberté de choix, mais ce n'est pas pour autant qu'à notre sens, on peut prendre la retraite à l'âge qu'on souhaite sans... voilà, donc ce n'est pas la seule proposition de ces 24 propositions, c'est peut-être pas non plus la principale. Moi, je crois qu'il y a des arbitrages en amont. On en parlait tout à l'heure. Eric Aubin disait quel est le bon niveau des pensions. Moi, je crois que c'est un arbitrage qui est souvent implicite. C'est pas le choix de la technique en points, en annuité, qui va répondre à cette question. Nous considérons qu'en France, à partir des évaluations statistiques, on est à peu près au même niveau de vie d'un retraité que d'un actif. On considère que c'est atypique, on va dire, en France par rapport aux pays étrangers et que les dépenses contraintes étant moins importantes, on peut, je vais dire ça diplomatiquement, on peut s'interroger sur ce choix. C'est un choix politique en amont essentiel et il y en a d'autres. Le système de prélèvement nous paraît aussi un des choix essentiels, peut-être plus important que cette question point ou trimestre qui est technique. Alors, nous n'avons pas non plus, et nous sommes restés relativement vagues, nous n'avons pas non plus, j'allais dire, précisé le choix entre un système à points et un système de compte notionnel. C'est une variante importante parce que ça contraint certains des choix. Il y a une sorte de préférence pour des générations. On a eu un débat animé entre nous lorsqu'on a réfléchi à ça et nous avons laissé ouvert cette question.
pas non plus la question de calendrier. Nous n'avons pas du tout dit il faut que ça se fasse vite, il faut que ça se fasse. Alors, on a également imaginé qu'il pourrait y avoir une application progressive, échelonnée sans doute, mais on n'est pas rentré dans le détail. Alors, pourquoi cette timidité parce que ça n'est pas une paresse. C'est parce que il nous a semblé que sur ces questions politiques, j'y reviens, il y avait une relative prudence ou une relative patience indispensable tant qu'on n'avait pas répondu à deux questions fondamentales, qui sont des questions sérieuses, qui sont parfois caricaturées, et moi je vais essayer de les situer dans toutes, j'allais dire, leurs difficultés. Le premier obstacle, la première question, c'est, puisqu'on veut un système en points unifiés, il ne s'agit pas de... Comment intégrer les fonctions publiques? Alors, je rappelle, parce que ce n'est pas si ancien, que ça a été évoqué rapidement tout à l'heure aussi, que lorsque le rapport d'Imoro est sorti, il y a eu quelques ballons d'essai sur une modification des règles de retraite pour les fonctionnaires, avec une référence qui n'aurait plus été les 6 derniers mois, mais les 10 dernières années. On a même parlé de 5 dernières années. Ça a été tout de suite des réactions extrêmement vives. Et pourtant, le rapport avait proposé des contreparties avec l'intégration des primes, ce qui permettait en moyenne de neutraliser la perte pour les fonctionnaires. Alors pourquoi? C'est une vraie question qui mérite, là aussi, sociologie est justifiée. J'ai une hypothèse. Alors il y a l'inquiétude les fonctionnaires imaginent que les 6 derniers mois, c'est plus protecteur. Moi, je pense qu'il y a une vraie raison aussi, c'est que dans les fonctions publiques, même si ce n'est pas politiquement correct de le dire, la retraite est un outil de gestion et que finalement, la gestion des fins de carrière est, dans ces systèmes-là, il n'y a pas tellement d'autres outils de mobilisation et de motivation jusqu'au dernier moment. Donc, je ne vais pas dire que les généraux qui sont nommés dans les 6 derniers mois ne commanderaient pas bien leurs unités, mais enfin quand même, je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir, sérieuse, sur quels autres outils de mobilisation et de gestion dans la fonction publique. Je crois que ça renvoie... et je ne cherche pas du tout à être caricatural, au contraire, je crois que c'est une question à prendre sérieusement. Deuxième obstacle qui, là aussi, est tout à fait sérieux et pour lesquels on n'a pas de vraie réponse, et à mon avis c'est un préalable encore plus important. On peut imaginer de restreindre l'unité du point au seul régime général, mais le seul régime général, c'est quand même, si on prend CNAV et Agirc Arrco, c'est pas loin de 10% du PIB, 175 milliards d'euros. Donc ça fait quand même gros. Alors il y a une question à la fois de principe et puis une question, je veux dire, politique. Est-il bien de confier à une seule institution, même si elle est répartie sur le territoire, la gestion de 10% du PIB? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas répartir les risques? Est-ce qu'il ne faut pas mieux répartir les décisions? C'est une vraie question. Alors, à l'inverse, il y a des motifs également sérieux qui plaident dans une forme de regroupement. Le fait qu'on aurait des règles unifiées, le fait que le mode de gestion serait unifié. C'est vrai que même s'il y a des évolutions, pour un assuré devoir liquider une retraite de base plus une retraite complémentaire, comprendre les règles des uns et des autres, ce n'est pas forcément son souhait. Bon, il y a un équilibre à trouver entre ces deux considérations. Il y a un équilibre aussi politique qui décide entre les partenaires sociaux et l'État. Il y a deux arguments forts, également légitimes et tout à fait contradictoires. Le premier, c'est de dire l'État ne peut pas se désintéresser de 9% du PIB, et même si on dope, comme le propose M. Delarue, comme nous le proposions aussi, si on fait un étage de solidarité ou de socle qui est un peu plus important, ça fait 2-3% du PIB, il reste 6-7% du PIB. Je ne vois pas, moi, dans l'état actuel, l'État accepter facilement de laisser la main aux partenaires sociaux sur 6-7% du PIB. On peut le souhaiter. À l'inverse, si on dit mais il n'y a plus qu'un régime général et en fait il est géré par l'État, eh bien on met fin au dernier lieu où le paritarisme de gestion existe. Je pense qu'on a un exemple récent d'amoindrissement du paritarisme avec la création de Pôle emploi, même s'il reste une part de gestion des partenaires sociaux. Et je ne suis pas sûr que l'expérience soit concluante pour la démocratie en général dans notre pays. Donc un affrontement de deux légitimités, toutes les deux fortes. Alors,
Peut-on envisager un tripartisme? Moi, j'y crois à moitié. Je crois qu'il y a quelqu'un qui gère, il y a quelqu'un qui décide. On le voit bien pour l'Agirc Arrco. Il y a un moment où ce sont les partenaires sociaux qui décident. Pour les retraites de base, il y a beau avoir des partenaires sociaux à la CNAF, c'est quand même l'État qui décide. Personne ne s'y trompe. Donc, peut-on évoluer et dans quel sens? Là aussi, c'est un scénario progressif à mettre en place. Et plutôt que, en allant dans le sens de la présentation de M. Delarue, plutôt que de dire un étage de solidarité, moi je crois qu'on pourrait essayer de construire un étage de socle plus important avec les droits familiaux, le minimum contributif et toute une série de points, de telle sorte qu'on arrive à deux ensembles CQFD relativement équilibrés, l'étage socle et l'étage qui serait par hypothèse confié à la gestion des partenaires sociaux. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Rabaté.